Bonjour, Monsieur Sylvain Moineau. Bonjour. Premièrement, je tiens à vous féliciter grandement pour votre lauréat du prix Killam. C'est vraiment un honneur. Merci beaucoup. Vous figurez avec Monsieur Clément Gosselin parmi les 5 lauréats des prestigieux prix Killam 2024. Ces prix sont remis annuellement par le Conseil national de recherche du Canada afin de rendre hommage à des scientifiques qui ont continuellement fait preuve d'excellence et ont apporté une contribution remarquable dans les domaines des sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de la santé et du génie. Donc, on a M. Clément Gosselin qui, lui, était en génie, qu'on a reçu d'ailleurs au balado il y a quelques semaines. On a M. Sylvain Moineau qui, lui, c'est en sciences naturelles. M. Moineau est un microbiologiste, chercheur et professeur de l'Université Laval. Il se distingue par ses travaux sur les bactériophages et le système CRISPR-Cas9, dont on va parler plus tard. Sylvain Moineau est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les bactériophages à l'Université Laval. Il enseigne les cours de profession microbiologiste, technique microbiologique et il enseigne à travers le certificat en biotechnologie. Monsieur Moineau, c'est vraiment un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation, très apprécié. Bon. Puis aussi, mention spéciale, le 10e épisode du podcast. On est super content de vous avoir. On élargit notre horizon du génie, pas juste du génie mécanique. Puis on est super content de vous avoir. Merci encore. La première question, c'est notre segment, un de nos segments classiques. On se penche beaucoup sur les parcours des gens. On aime ça savoir vous venez d'où, si vraiment vous étiez mené à faire une carrière scientifique ou pas du tout. Fait qu'expliquez-nous ça en détail, on est curieux de le savoir. Oh, c'est une grande question, ça. Ouais, on commence en force. Donc, mes parents, en fait, sont pas du tout dans le domaine scientifique. Mon père vient de Saint-Romuald, donc sur la rive sud de Québec, ma mère de Saint-Lambert-de-Lévis. Donc, rapidement, par contre, ils ont déménagé sur la rive nord, dans le coin d'Orsainville, qui fait partie maintenant de l'arrondissement Charlesbourg. Donc, j'ai fait mon secondaire à l'école, à la polyvalente Orsainville, qui s'appelle maintenant la polyvalente des Sentiers. Ensuite, je suis allé au cégep de Limoilou, en sciences pures, parce que ça allait relativement bien à l'école, mais j'avais pas vraiment prévu de faire une carrière scientifique à ce moment-là. Là. Je suis un petit garçon qui faisait du sport, puis on allait voir où ça allait m'amener, tout ça. Mais vers la fin de mon secondaire, pendant mon cégep, là, j'ai eu la chance de travailler avec un microscope, parce que j'avais pas de microscope chez moi, là. Il n'y a pas de jeu de chimie non plus. Puis à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait un monde là, dans une petite goutte d'un océan, ou d'un lac, pardon, plus un lac, qu'il y avait vraiment une vie là-dedans. Puis ça m'a vraiment intéressé. J'ai vu qu'on pouvait faire des études universitaires dans ce domaine-là. Puis c'est ce qui m'a poussé à aller en microbiologie. Donc j'ai fait mon bac en microbiologie à l'Université Laval. Puis je suis tombé en amour vraiment avec la microbiologie. Je suis devenu un passionné de ça. Puis j'ai continué plus tard à faire une maîtrise toujours dans le domaine de la microbiologie, mais plus alimentaire, qui était à la faculté d'agriculture ici. Et là, j'ai encore vraiment continué à développer cette passion-là, ce qui m'a amené à faire un doctorat, toujours à la faculté d'agriculture. Pendant mon doctorat, par exemple, j'ai fait la moitié ici et l'autre moitié aux États-Unis, parce que j'avais un co-directeur américain. Donc, j'ai fait 2 ans à Laval, puis 1 année et demie à North Carolina State University, en Caroline du Nord. À ne pas confondre avec UNC. J'ai fait l'erreur, malheureusement. Pour les amateurs de basketball, en effet. Oui, exact. Donc, après mon doctorat là, que j'ai terminé à Laval avec NC State, j'ai fait un postdoc industriel. Donc, ça me tentait d'aller voir ce qui se passait du côté industriel. Puis là, j'ai passé 2 années en Floride pour une entreprise qui s'appelait Quest International, qui était une division d'une énorme entreprise qui s'appelait Unilever. Et donc, j'ai fait 2 ans comme postdoc. Par la suite, ils m'ont gardé comme chercheur pendant 6 mois. Parce que j'ai eu le poste à l'Université Laval. Donc, je suis revenu en 96 ici comme professeur. Donc, voilà, c'est un peu... Mais non, j'avais pas nécessairement prévu là, au secondaire d'aller faire une carrière scientifique. C'est plus en progressant dans mes études, puis les expériences de travail et de stage que j'ai eues qui m'ont fait vraiment découvrir ce monde-là. Puis encore aujourd'hui, je suis passionné de l'enseigner, là. Y a-t-il des moments ou des personnes en particulier qui ont marqué ce parcours-là, qui vous ont vraiment influencé à continuer plus, puis que, admettons, vous êtes allé vous coucher un soir, puis le lendemain, c'était complètement différent, votre perception de la chose, tu sais, que vous avez été accroché? Je suis pas sûr qu'il y a un moment. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments. Effectivement, il y a eu des gens dans ma carrière là, qui m'ont influencé, ça c'est certain. D'abord, en commençant par mon directeur de maîtrise, le professeur Jacques Goulet, qui avait une vision incroyable de la microbiologie alimentaire. Ça m'a vraiment fasciné. De pouvoir essayer de planifier, de voir en avant, d'être visionnaire un peu, ça m'a vraiment impressionné. Au doctorat, mon directeur à l'époque, qui s'appelait Stian Pandian, lui, il nous laissait une carte blanche. Là. C'était incroyable. On pouvait vraiment explorer nos idées.
Ça, c'était magique. Là. Et c'est pas tous les chercheurs qui me permettraient de faire ça. Puis mon directeur aux États-Unis aussi, lui, c'était beaucoup plus structuré. C'est un laboratoire international. Ça m'a fait découvrir peut-être le volet international de la recherche. J'ai rencontré des gens extraordinaires avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Puis en postdoc, ça m'a donné une autre vision en travaillant dans une grande entreprise, la recherche appliquée. Puis quand je suis revenu à Laval, j'ai toujours gardé un mélange de recherche fondamentale puis de recherche appliquée. Donc c'est tous des gens un peu dans mon cheminement de carrière, puis sans oublier les gens avec qui j'ai fait des stages durant l'été aussi qui ont été vraiment instrumentales là, dans, je pense, le développement comme chercheur que je suis aujourd'hui. Là. Moi, j'ai une petite question justement sur la recherche fondamentale et appliquée. En microbiologie, comment on pourrait définir ça? Comme exactement, c'est quoi la microbiologie? C'est quoi la science derrière ça pour nos auditeurs? Oui, c'est une super bonne question. Donc, en soi, la microbiologie, c'est l'étude là, de tout ce qui est les micro-organismes, donc bactéries, levures, moisissures et de leurs virus. Donc, on peut essayer de comprendre comment fonctionne une bactérie, comment fonctionne un virus. Par exemple, pendant la pandémie, on essayait de comprendre, c'était un nouveau virus, donc on essayait de comprendre comment il fonctionnait, comment il infectait des cellules humaines, etc. L'application de ça, c'est par exemple le développement de vaccins. Ça peut être aussi dans le domaine des antibiotiques, donc trouver des molécules qui vont se débarrasser des bactéries qui sont pathogènes. Mais ça peut être aussi d'un côté que je dirais davantage positif, où on peut utiliser des bactéries, par exemple, pour fermenter des aliments. Donc, avoir de la bière, du vin, des yogourts, des fromages. Donc, il y a divers volets qui sont associés à la microbiologie. Et d'ailleurs, dans nos programmes ici à Laval, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, peuvent se spécialiser soit dans le domaine médical, dans le domaine alimentaire ou même environnemental. Parce que la microbiologie fait partie également de la santé des lacs et de nos écosystèmes et tout ça. Donc, il y a également ce volet-là qui peut être exploré. Super intéressant. C'est vraiment, vraiment bien répondu. Ah, c'était une très bonne définition. On va se lancer éventuellement dans Casper, parce que c'est vraiment... dans CRISPR, je suis désolé, Casper. Exact. Puis on voulait faire un petit segment un peu interactif où est-ce que j'essaie d'expliquer CRISPR, puis M. Moineau va me rétorquer au fur et à mesure. On espère que je vais être capable de faire plus que 5 mots sans dire une erreur. Fait que là, moi, dans ma vision des choses, il y a les bactéries. Les bactéries, c'est quand même gros, puis ça ressemble à une bine. C'est une petite bine qui se promène, puis elle, il y a des virus, puis les virus, c'est l'équivalent d'une mouche. Fait que la mouche, elle vient sur elle, elle la pique, puis au lieu que ça fasse juste mal, elle envoie une séquence d'ADN qui est erronée, on va dire, qui est malicieuse, puis qui permet au virus de se reproduire. Puis, ce que vous avez découvert, de ce que je comprends, c'est vous essayez d'étudier, que dans le temps, là, on repart, je pense, en 2007, vous essayez d'étudier les systèmes immunitaires des bactéries dans le lait, parce qu'il y avait certains virus qui, je pense, leur empêchaient de fermenter ou de faire leur travail adéquat, on va dire. Puis là, ce que vous avez remarqué, c'est que dans la bactérie, il y avait des séquences d'ADN particulières. Ou est-ce que c'est les... Là, ça, je ne me rappelle plus du mot, par exemple. Mais c'est les séquences d'ADN précises. Puis, c'était toujours... Le segment premier, c'était comme, on va dire, l'introduction. Puis après ça, c'était toujours un segment qui est, on va dire, unitaire, qui est fondamental à tous les autres. Après ça, une séquence particulière, le fondamental, une séquence particulière, le fondamental, une séquence particulière. Puis, à travers ça, vous avez découvert qu'il y a une protéine qui se promène, qui prend l'ADN du virus puis qui la rajoute à cette banque-là. Puis c'est à travers toute cette banque-là d'ADN que la bactérie stockait, on va dire, l'information pour combattre les virus. Combien de fois me suis-je trompé? Vraiment bon, je suis impressionné. Ah ouais? Oui, non, c'était vraiment bon. Je tiens à dire, je ne veux pas vous interrompre rapidement, là, mais si vous voulez, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle « What is CRISPR » par Bozeman Science. C'est B-O-Z-E-M-A-N Science. Ouais. Puis vraiment, là, ça permet de le voir, puis c'est assez incroyable. Fait que je tiens à vous dire, prenez 7 minutes, allez voir ça. Mais okay, je suis curieux d'avoir votre rétroaction là-dessus. Non, c'est super. C'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, les virus, évidemment, ils vont infecter des cellules. Donc, comme tous les virus, donc il y a des virus qui sont spécifiques aux humains, des virus qui sont spécifiques aux plantes, puis il y a des virus qui sont spécifiques aux insectes, etc. Mais il y a aussi des virus qui sont spécifiques à des bactéries, comme tu l'as bien mentionné. Puis ces virus-là, on les appelle les bactériophages. Donc, ce sont des virus vraiment spécialisés là, qui vont infecter uniquement les bactéries. Puis, souvent, dans notre domaine, on fait des blagues, mais on le dit tout le temps, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les phages, là, c'est les entités biologiques les plus abondantes sur la planète.
Donc, il n'y a pas de plus abondant que ces virus-là. Okay? Donc, évidemment, les bactéries qui sont dans nos environnements, sur nous, dans nous, ils sont dans une soupe où il y a des virus qui peuvent les attaquer. Donc, ils doivent se défendre. Donc, ils ont un paquet de mécanismes de défense pour, justement, lutter contre les virus qui peuvent les infecter. Et le système CRISPR-Cas, c'est justement un de ces mécanismes-là qui permet à la bactérie de se défendre contre ces virus-là. Ce qui est assez particulier, puis tu l'as bien expliqué, c'est qu'effectivement, des fois, il va y avoir des virus qui vont infecter une bactérie. Le matériel génétique du virus rentre dans la cellule. Puis là, la job du virus, dans le fond, c'est de se multiplier. Il prend contrôle de la cellule, prend contrôle de la bactérie, puis là, moi, je produis des nouveaux virions, des nouveaux phages. Un hijacker. Exactement, un hijacker. Puis après un certain temps, il y a tellement de virions, tellement de phages dans la cellule que la cellule éclate, puis les nouveaux virus vont aller infecter des cellules avoisinantes, puis c'est une réaction en chaîne. C'est pas mal ça qui se passe. Donc, mais le système CRISPR-Cas, ce qui est intéressant, ce qui était nouveau à l'époque, c'était qu'on s'était aperçu, et avec des collaborateurs, bien sûr, là, que quand le matériel génétique du virus rentrait dans la cellule, effectivement, il y avait des protéines qu'on appelait Cas, là, qui allaient chercher une portion du génome viral, puis l'incorporaient dans le fameux CRISPR que tu as décrit. Donc, c'est comme si la bactérie, là, se gardait une mémoire du virus qui l'avait infecté, puis sans rentrer dans les détails là, moléculaires et tout ça. C'est qu'il utilisait cette mémoire-là là, pour produire une réponse immunitaire. Donc, quand elle se faisait réinfecter par le même virus, elle était capable justement de se défendre et, entre autres, de couper l'ADN du virus qui l'infectait. Mais ce qui était fascinant à l'époque, puis je vous rappelle, ça se passe dans une bactérie. Là. Ouais, c'est ça. C'est tout petit. C'est que tu prends une portion d'ADN qui rentre dans la cellule, prends ça, rentre ça dans ton CRISPR, qui est effectivement une série de régions d'ADN répétées qui sont séparées par des régions variables. Et c'est justement cette portion d'ADN qui vient de virus, qui est variable. Puis c'est un peu un genre d'archives moléculaires, tu sais, de qu'est-ce qui t'a infecté au fil du temps, qui est conservé, là. C'est assez fascinant. Et donc ça, c'est comment fonctionne le système CRISPR. Et là, il y a tout à côté ce qui s'appelle le système CRISPR-Cas9. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est une technologie qui a été développée à partir du système CRISPR-Cas naturel qu'on trouve chez les bactéries, mais ça, on pourra peut-être y en revenir plus tard. Oui, exact. On avait une question à ce niveau-là, là, c'est ça, mais... Moi, j'avais une question un peu plus, je dirais, la conversation, ramener un peu simpliste la conversation, mais on a souvent, le terme bactérie, ça devient souvent péjoratif. Quand on pense, en même temps, quand on est enfant, une bactérie, c'est négatif. Ouais, c'est vrai. Puis là, vous avez mentionné le virus, puis comment je perçois la conversation, le virus, on dirait que c'est lui le méchant, finalement, c'est pas la bactérie. Mais si on dit que les bactéries peuvent être bonnes, surtout dans un écosystème, dans notre corps, il en faut des bonnes bactéries, système digestif. Le virus, c'est quoi son rôle? Pourquoi il a l'air méchant? Est-ce qu'il apporte un bien à quelque part? C'est une très, très, très bonne question. C'est dans notre domaine ce qu'on appelle l'écologie microbienne. Donc, dans le fond, dans un écosystème, là, il va y avoir des bactéries, il va y avoir des levures, des moisissures, toutes sortes d'organismes. Puis, à un moment donné, ça se peut qu'il y ait certaines bactéries qui, pour donner l'exemple des bactéries, qui vont prendre contrôle de l'écosystème, qui vont utiliser les ressources présentes dans l'environnement, les nutriments, pour se développer. Mais là, à un moment donné, cette population-là va se mettre à augmenter. Et c'est un peu ça qu'on pense que le rôle naturel des virus, c'est d'infecter ces populations dominantes-là pour par la suite réduire leur nombre puis permettre à l'écosystème de garder un genre d'une balance. Des fois, on appelle ça comme des... j'appelle ça comme des thermostats de ton écosystème. Okay. Là, quand ça commence à monter trop haut, on baisse ça un peu. Fait que c'est ça leur rôle, vraiment, dans nos écosystèmes. Et à partir des années 50, 60, 70, quand on a commencé à les comprendre, bien là, on s'est aperçu qu'il pouvait avoir peut-être des rôles néfastes dans les fermentations, comme on mentionnait plus tôt. Puis là, on est en train de revirer ça de bord puis de se dire, hey, on pourrait-tu les utiliser, ces virus-là, pour tuer des mauvaises bactéries? Là, c'est un truc qui revient maintenant parce qu'on a des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, puis on cherche des alternatives aux antibiotiques, puis peut-être que ces virus-là pourraient nous aider. Fait que d'un côté, c'est des ennemis, puis d'un côté, si on prend les bons virus ou les bons phages, on serait peut-être capable de les utiliser à bon escient. Donc, couteau à double tranchant. C'est ça. Moi, je vois un peu ça comme, là, on parlait vraiment moléculairement, plus à miniature, mais comme le COVID qui est arrivé, justement, là, c'est pas vraiment la source, puis je suis content qu'on ait un expert comme vous pour plus dans ce domaine-là. Mais comme les virus, on dit c'est pour réguler une population. Fait qu'autant le rhume à chaque année, ou je pense pas que c'est pour, on va dire, tuer du monde, mais
régulé, puis le COVID, ça a peut-être amené ça. Peut-être que la Terre disait on était en croissance trop exponentielle. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Du coup, c'est un virus qui était très nouveau, je pense, dans le domaine. Ouais. Effectivement, on ne sait toujours pas d'ailleurs d'où ça vient. Ouais. Hein? Puis la plupart des gens ont leur théorie. Mais on s'attend à penser... Ça vient d'un laboratoire. Non, c'est pas vrai. Disons que je n'épouse pas cette hypothèse, mais effectivement, ça semble être venu du fait que peut-être ça aurait été un transfert d'un animal à un humain. Donc, c'est sûr que la proximité, des fois, dans certains environnements, fait en sorte que peut-être qu'un virus aurait sauté d'un animal à un humain, ce qui peut arriver. Dans l'histoire, c'est déjà arrivé. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Clairement, c'est devenu un virus qui était virulent pour les humains. Il y a eu une proximité qui était là, et puis ce virus-là, malheureusement, s'est développé. C'est sûr aussi que c'est un virus respiratoire. Et donc, quand on parle de dispersion de particules virales ou micro-organismes, c'est sûr que les voies aériennes, c'est toujours les voies qui sont importantes dans la transmission des maladies. Donc, c'est probablement pour ça aussi que ça s'est développé rapidement. Je veux pas partir sur cette tangente-là. C'est peut-être pas quelque chose sur lequel j'aime mettre de l'emphase, mais bon. Quand... tu sais, la COVID, moi, mettons, j'y pense plus. Dans ma tête, c'est complètement fini. C'est même plus comme une considération. Mais on peut se faire à croire autant qu'on veut que ça réarrivera pas. Je pense que, tu sais, c'est certain qu'on va réavoir une pandémie. Là. Vous, face à ça, mettons, puis tu sais, je veux pas que si c'est politique ou quoi que ce soit, ça me dérange pas qu'on l'évite, la question, mais trouvez-vous qu'on a fait vraiment une vraie prise de conscience ou des fois, vous trouvez que on est retourné à nos vieilles habitudes trop rapidement? Non. Je pense qu'on a énormément... C'était pas la première pandémie dans l'histoire. Là. Il y en a eu d'autres. Et puis, il va y en avoir d'autres. Puis le fait qu'on en a déjà eu, qu'on s'est préparé, on n'était peut-être pas aussi près qu'on voulait, effectivement. Puis ça, je pense que ça, il y a eu une prise de conscience importante. Ce qui fait en sorte que si il y en a une prochaine... en fait, pas si, mais quand il va en avoir une... On ne sait pas quand, par contre. Je pense qu'on va être nettement meilleur qu'on l'était pour la COVID, puis nettement meilleur qu'on l'était il y a une certaine époque également. C'est clair qu'on a appris, là. C'est clair qu'on a appris. Puis sinon, à quoi ça sert toutes ces recherches-là? Non, je pense qu'on a... Est-ce que ça aurait pu aller mieux? Probablement. Mais tu sais, c'est quand même impressionnant. Là. Il arrive un nouveau virus, puis rapidement, on était capable de développer un vaccin. De l'étudier. Oui, effectivement, d'étudier le virus, de développer un vaccin. Il y avait d'énormes recherches qui se faisaient sur ce type de vaccin-là en amont. Et puis, on était prêt, relativement rapidement, dans le domaine de la vaccinologie, on a fait ça rapidement, là. Développer un vaccin. Il y avait eu plusieurs années de recherche en amont avant, là. Donc, on a quand même progressé. Moi, je suis assez confiant pour l'avenir. Je pense qu'on va être encore davantage prêt. Mais c'est sûr que, comme dans toute organisation, il y a de l'amélioration à apporter, là. Ça, c'est ça. Tantôt, on a mentionné CRISPR-Cas. Puis il y a aussi CRISPR-Cas9, dont Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, j'espère que j'ai bien prononcé leur nom, qui ont remporté un prix Nobel en chimie en 2020 pour leur avancée sur le CRISPR. Puis eux, justement, c'est CRISPR-Cas9. Puis j'aimerais ça que vous nous fassiez un petit topo 101 sur c'est quoi la différence entre ces deux bactéries-là. Puis, c'est pas ces deux bactéries-là, mais ces deux processus-là, on va dire. Puis nous éclairer un petit peu à ce niveau-là. Oui, avec plaisir. Donc, le système CRISPR-Cas qu'on a parlé brièvement tout à l'heure, donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve naturellement dans plusieurs bactéries. Donc, c'est vraiment un système de défense qui permet aux bactéries de contrecarrer les virus qui les infectent. Et ce les équipes d'Emmanuel puis de Jennifer ont fait, c'est qu'elles ont pris des portions du système naturel pour en faire un outil. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la protéine Cas9, qui est les fameux ciseaux moléculaires, là, qui est une nucléase qui coupe de l'ADN. Puis, ils ont pris aussi une petite molécule d'ARN qu'on peut appeler aussi un genre de GPS, dans le fond, qui permet à dire à mes ciseaux où aller couper. Fait qu'ils ont vraiment développé ça dans un laboratoire, dans un tube, puis ils ont démontré, c'était leur papier de 2012, là, qui leur permettait de démontrer qu'en utilisant cette protéine-là, en utilisant cette petite ARN-là, on pouvait aller couper un endroit précis d'un génome, d'un ADN. Et puis, si on changeait le petit GPS, on pouvait aller couper ailleurs. Ça change les coordonnées. Ça change les coordonnées, exactement. Et ce qui était absolument incroyable, c'est la rapidité à laquelle cette technologie-là a été adoptée par les laboratoires dans le monde. Donc, dès l'année suivante, là, il y a eu des publications en utilisant cet outil-là pour modifier des plantes,
des animaux, des bactéries, des virus. La portabilité, la versatilité du système a été très, très impressionnant. À partir de ce moment-là, les gens sont mis à utiliser cet outil de laboratoire-là. Je pense que ce qu'il faut comprendre aussi à la base, c'est que cet outil-là, c'est un outil de labo. Hein? Quand on fait de la recherche fondamentale, comme on mentionnait tout à l'heure, souvent on veut essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Comment fonctionne une cellule, comment fonctionne une bactérie, comment fonctionne un virus. Puis là, on avait un outil hyper puissant qui nous permettait d'aller couper, enlever des protéines, enlever des gènes, puis de voir qu'est-ce qui se passait dans la cellule. Et ça nous a permis de faire des avancées phénoménales dans plusieurs domaines, juste pour comprendre comment fonctionnent des cellules, comment fonctionnent des bactéries, parce que tu pouvais enlever telle chose ou rajouter telle chose, puis regarder qu'est-ce qui se passait. Donc ça a été fantastique. Évidemment, quand tu as un outil de laboratoire qui fonctionne relativement bien, bien, la prochaine étape, c'est de dire, peux-tu passer à un autre niveau? Et c'est là qu'on est arrivé avec des gens qu'on a pu traiter, déjà aujourd'hui, des gens qui ont certaines maladies génétiques rares, avec cet outil-là. Oui, c'est déjà... Je ne pensais pas qu'il y avait eu des personnes qui avaient eu des traitements. Là, à partir de cet outil-là. Wow. Donc, c'est assez impressionnant. Là. Le développement d'outils est en 2012. Et il y a une personne qui a été traitée déjà en 2019. C'était quelle maladie en particulier? C'était une maladie des globules rouges chez un individu, une personne aux États-Unis qui avait des sérieux problèmes d'anémie, en fait, qui avait une protéine qui ne faisait pas son travail. Donc, on est allé modifier certaines cellules. C'est vraiment intéressant. Puis, je vois le temps qui file quand même, là, honnêtement, mais on a vraiment, vraiment du fun dans le technique. Mais je me lancerai peut-être dans quelques petits segments plus, je vais pas dire farfelus, mais les genres de tangentes qu'on aime prendre au podcast. La première, et je vous cite, c'est un article qui est en 2019, qui était le Prix du Québec. Et puis là, je commence la citation. « Je pense que c'est le baseball qui m'a le mieux préparé à ma carrière scientifique. Au baseball, j'ai appris à jongler avec des statistiques, à tenter des stratégies, à faire des erreurs et à recommencer. J'ai dû apprendre à recruter de bons joueurs et j'ai surtout développé l'esprit d'équipe. Toutes ces aptitudes m'ont servi dans mon travail de chercheur. Est-ce toujours le cas à ce jour? Et avez-vous tendance à, je ne vais pas dire prioriser, mais à avoir peut-être un lien plus facile avec des sportifs, justement, parce que vous partagez les mêmes valeurs? » Oui, c'est toujours le cas dans le sens que je suis encore un amateur de baseball. Je joue encore au baseball en passant. J'ai joué d'ailleurs dimanche dernier. On avait loué le stade Canac. Ah ouais! Il y a un fameux dôme là. Avant la neige. On est dans la tempête de neige aujourd'hui. Oui, ça serait difficile. Non, mais donc c'est ça. Oui, j'ai joué longtemps au baseball quand j'étais plus jeune. J'ai joué jusqu'à, mon Dieu, quel âge j'avais quand j'ai joué? Je pense que je dois arrêter 22, 23 ans, là, ces coins-là. À l'université, dans le fond, là, genre... à la fin de mon secondaire, mon cégep, puis mon université, effectivement. Je jouais pour une équipe qui s'appelait les Alouettes de Charlebourg, à Québec. Et puis le baseball aussi, ça a été intéressant parce que quand j'étais aux États-Unis, ça me permettait de rencontrer des gens dehors du travail, puis aussi de pratiquer le sport. Puis donc, quand j'étais en Caroline, j'étais en Floride, puis au Minnesota aussi, j'ai joué au baseball avec des gens là-bas. Fait que ça a été vraiment le fun. Là. Ça a été, je pense, pour comment dirais-je, ma vie aux États-Unis, ça a été un élément important. Mais pour revenir à l'aspect peut-être lié à mon travail aujourd'hui, l'esprit d'équipe en recherche, c'est vraiment ce qui est le plus important. Sérieusement, là. Okay. Oui, puis, c'est la première fois qu'on l'entend sur le plateau. Il faut vraiment travailler en équipe parce que à ce jour, là, on a des collaborateurs un peu partout à travers le monde. On est spécialisé dans certains domaines. On ne peut pas tout connaître, tout savoir. Donc, il faut vraiment avoir des gens sur qui on peut compter et recruter des bons étudiants dans un laboratoire qui vont avoir à cœur l'équipe, qui vont travailler ensemble pour améliorer les projets et tout ça, avoir des bons résultats. C'est absolument essentiel. Puis, il faut être passionné aussi dans ce qu'on fait. Et ça, on le dit souvent. Des fois, des gens, c'est un cliché, blablabla. Non, il faut vraiment aimer ça parce que c'est pas facile ce qu'on fait. En recherche, il y a beaucoup de fois, on fait des expériences, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut se retrousser les manches, puis être persévérant, continuer. Puis, des fois, tu te dis, si tu n'es pas passionné, c'est un peu fou, là, ton affaire. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Le temps va être long. Le temps va être long, c'est ça. Puis, donc, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Et on travaille de plus en plus avec de nombreuses données.
Donc, ce qu'on appelle nous, dans les fameuses données massives. Là, on a beaucoup de données pour permettre de comprendre des phénomènes. Donc, il faut effectivement jongler avec tout ça, avoir des stratégies pour... Tu sais, quand on fait une recherche, on va avoir une hypothèse, mais il faut tout de suite penser à la prochaine hypothèse, au cas où ça ne fonctionne pas et tout ça. Donc, oui, il y a beaucoup d'éléments du baseball, probablement dans d'autres sports aussi, là, mais comme j'ai joué au baseball longtemps, c'est peut-être plus celui-là auquel je m'accroche, mais puis non, je n'ai pas tendance à prendre nécessairement des sportifs je veux dire des fois peut-être dans le laboratoire, non. Mais j'ai juste peut-être parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont appliqué pour le labo. Peut-être que ça va changer à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas. C'est ça. Mais c'est vraiment un beau sport. Puis honnêtement, des fois, j'ai à la blague aux gens, si vous n'aimez pas le baseball, c'est parce que tu n'as pas assez d'amis. Parce qu'il n'y a rien de mieux que dans le fond, tu t'en vas à un match de baseball, tu peux jaser avec les gens qui sont autour de toi, puis c'est vraiment agréable. Ah, c'est vraiment le fun d'entendre ça. Puis avez-vous des trucs en particulier dans votre équipe pour justement faire rayonner l'esprit d'équipe comme ça? Est-ce que, tu sais, des trucs peut-être un petit peu plus concrets? Mettons, tu sais, c'est-tu juste de faire des signes de tête à tout le monde le matin? C'est-tu d'offrir des cafés? Tu sais, je sais pas si vous avez des trucs comme ça qui... Effectivement, le café est disponible au laboratoire. Ça, c'est important de vraiment développer cet esprit d'équipe-là. Ça, c'est clair. Il faut toujours maintenir... donc, on a 3 activités majeures au laboratoire là, pour justement aider à développer cet esprit d'équipe-là. D'abord, on a un party de fin d'année au laboratoire où là, évidemment, tous les gens du laboratoire sont invités, leurs conjoints, s'ils ont des enfants également aussi. Mais aussi, on invite les anciens membres de l'équipe qui sont dans la région de Québec, qui ça les tente de venir avec leurs conjoints, conjointes, enfants et tout ça. Donc, ça nous fait vraiment un bon groupe là, qui vient. Donc, ça, c'est le fun. Puis c'est le fun aussi pour les anciens qui reviennent parce que hey, mon projet est rendu où et tout ça. Donc, ça fait des belles discussions. Ça permet aux gens de développer leur réseau de contacts. Ben oui. Donc, ça aussi, nous, on aime ça. L'autre chose qu'on fait également, c'est que l'été, une fin de semaine, on part tout le labo en camping. Ah, ouais! Dans donc, quel coin, mettons? On fait plusieurs parcs. On en fait un camping par année. Là. Puis cet été, ça va être notre 25e camping là, de labo. Ouais. Ah, ouais! Donc, on part le vendredi, on vient le dimanche, parce qu'évidemment, les conjoints et tout ça là, qui sont invités. Puis également, les anciens sont également invités. Évidemment, tout le monde ne vient pas, là, parce que semble-t-il qu'ils ont une vie. Mais oui, donc ça aussi, c'est un autre élément qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment le fun, de voir comment et particulièrement pour les nouveaux étudiants, comment ils se comportent dans un camping. Ça peut être des fois... Il y a des étudiants de premier cycle, ça s'est arrêté là. Dépendamment de... Non, mais je fais des blagues, mais c'est quand même le fun d'être dans un environnement complètement différent, dans un environnement de travail, puis faire des activités dehors et tout. Donc ça, c'est une autre activité. Puis on fait également... on souligne toujours les bons coups du laboratoire. Là, c'est qu'on va manger au resto ou d'autres activités, 5 à 7 et tout. Là. Donc ça fait partie de l'esprit d'équipe qu'on essaie de développer au laboratoire. C'est vraiment fascinant. C'est une bonne mentalité. C'est un peu à l'américaine, là, les alumni, que souvent, aux États-Unis, c'est vraiment le sentiment d'appartenance, puis le réseau de contacts qui peut grandir à l'infini. Là. Tout le monde passe par là, tout le monde peut s'entraider après, puis le monde... Justement, comme vous dites, il est rendu mon projet. Oui, exactement. C'est super intéressant. Puis, avec le temps, mais le laboratoire est devenu peut-être un petit peu plus international aussi. Donc, ça te permet de développer des réseaux de contacts. Ces gens-là, des fois, retournent dans leur pays, des fois, restent ici, tout ça. Donc, en tout cas, nous, on voit qu'il y a du positif dans ce genre d'activité-là. Ça mènerait à une question qu'on voulait aborder. Est-ce que CRISPR, depuis, comme vous l'avez mentionné, peut-être 2017, la popularité a complètement explosé médiatique. Puis là, il y a un petit volet aussi médiatique que j'aimerais qu'on parle pour vous, comment vous vivez avec ça, parce que clairement que vous n'aviez probablement pas entamé ça. Mais j'aimerais savoir si vous avez remarqué qu'il y a plus d'engouement dans votre baccalauréat. Mettons, il y a plus d'inscriptions en général, que le monde reste plus, qu'ils sont plus enclins à faire de la recherche. Avez-vous remarqué cette tendance-là ou pas vraiment? Pas vraiment. On l'a remarqué peut-être avec la COVID, par exemple. Okay, ça, évidemment, on a parlé de virus pendant plusieurs mois, voire années. Donc ça a eu quand même un impact. Mais il faut aussi... Donc nous, on enseigne les bacs dans notre département, le bac en biochimie, le bac en microbio, le bac en bioinformatique. Mais il y a d'autres
programmes aussi sur le campus à l'Université Laval où la microbiologie est enseignée. Elle peut être enseignée soit en faculté d'agriculture, comme j'ai mentionné tout à l'heure, faculté de foresterie, faculté de médecine, médecine dentaire, puis nous en sciences et génie. Donc, la microbiologie en général, c'est quand même large. Okay. Donc, est-ce que ces programmes-là ont vu plus de gens? Je ne le sais pas à cause de la COVID, je ne sais pas. Puis, pour ce qui est de CRISPR, je pense pas. Bien humblement, là... même que des fois, j'ai déjà demandé à des étudiants qui venaient d'arriver dans nos programmes, est-ce que vous connaissez CRISPR? Puis il n'y avait pas grand main qui s'était levé. Donc, je pense pas que ça a eu un impact. Mais oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup... le fait que Jennifer et Emmanuel ont gagné le prix Nobel aussi a eu un impact où là, les gens se sont intéressés peut-être un petit peu plus à ce qu'on fait au laboratoire. Mais on ne fait pas ce travail-là pour ça. On n'est pas dans le domaine scientifique pour ça. On est des passionnés, on est des tripeux. Mais c'est pas... Puis aussi, tout ce qui est le côté médiatique, là, à un moment donné aussi, c'est pas une progression. Je pense que si je réécouterais mes premières entrevues, je pense que je me trouverais pas mal mauvais. Parce qu'on vous trouve bon à ça peut vous rassurer. Là, oui. Mais avec le temps, je pense qu'on s'améliore comme toute chose, là, en force d'en faire. Mais ouais, c'est ça. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à cet effet-là, ça me fait penser. Il y a plusieurs... Mon père était un avide lecteur chez nous. Là, donc, à l'époque, on était abonnés... C'était au Journal du Québec, puis au Journal Le Soleil, donc on recevait ça à la maison. Fait que moi, par défaut, je feuilletais régulièrement les journaux à l'époque. Puis, donc quand j'étais allé chez moi, donc j'ai eu des enfants, tout ça, avec ma femme, ben, on était abonnés, justement, aux journaux, puis on recevait à la maison. Puis à un moment donné, mon plus jeune, il me voyait en train de lire un journal. Puis là, il était pas très haut, il est pas très vieux. Il vient me voir, il dit « Père, t'es-tu dans le journal? Ta photo est-tu là? » Là, je le regarde un peu, hein, comment ça? Ben, tu lis ton journal, je dis, en tout cas, si paye dans le journal, là, c'est parce que ça va vraiment mal. Donc, finalement, ça a été le contraire. Ouais, peut-être. Mais ça pour dire qu'on fait vraiment pas ça pour ça. Là. Je comprends. C'est vraiment... Mais il y a de plus... Ben, vous êtes un exemple, là. Vous avez des podcasts, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la science. Puis peut-être que le fait que Emmanuel et Jennifer ont gagné justement le prix Nobel a fait en sorte qu'il y a eu plus de gens qui sont intéressés par la technologie, plus podcast. Exactement, une effervescence. Puis ça fait partie, je pense, aussi de notre travail, là, de discuter avec les gens comme vous, puis la population en général, bien sûr. Et moi, Jérémy, en resté dans la lignée de CRISPR, Jérémy, avant le podcast, il disait CRISPR, c'est super intéressant, on peut faire plein de choses avec ça. Puis là, il me demandait, il dit, tu penses qu'on pourrait se rendre jusqu'à où? Puis Jérémy, il avait la fameuse question, il dit, est-ce qu'on serait capable de recréer des dinosaures ou quelque chose? Donc, je vous relance la question. Est-ce que ce serait possible de se refaire un Jurassic Park avec cette technologie-là ou d'autres technologies? À l'Université Laval. Sur le Grand Axe. Ouais, exact. Non. Non, mais c'est une super bonne question, en fait, parce que imaginez-vous qu'il y a une ou deux entreprises, même aux États-Unis, qui sont intéressées à vouloir faire revivre les mammouths, imaginez-vous. Donc, on s'est aperçu que les gens se sont aperçus que les mammouths étaient relativement, au niveau génétique, étaient relativement près de certains éléphants d'Asie. Donc, ce qu'ils essaient de voir, c'est qu'on serait-tu capable de prendre certains gènes de mammouth, parce qu'on est capable d'aller récupérer ces gènes-là via des tissus de mammouth qui étaient congelés pendant des dizaines, voire des centaines d'années, même des milliers d'années. Est-ce qu'on serait capable de récupérer certains gènes de ces mammouths-là et puis de les introduire peut-être dans certains types d'éléphants, puis de voir s'il y aurait certains éléphants qui pourraient avoir des gènes de mammouth, par exemple. Donc ça, c'est des gens qui sont en train de regarder ça. Mais évidemment, si on veut créer, là, il faut quand même un dinosaure, il faut quand même avoir une femelle, là, une femelle, puis tout ça. Donc, je pensais que c'était avec la grenouille. Là. Moi, j'ai fait un documentaire, toi, une grenouille, un petit embryon, un petit moustique, puis normalement, on est correct. J'ai appris en science qu'il ne faut jamais dire non, là. Mais disons qu'à court terme, peu probable. Faudrait que je vive longtemps, mettons. Parce qu'un mammouth, c'est comme un éléphant avec du poil. Si on est capable de lui mettre du poil... Ça fait un mammouth. Ouais, sinon ça peut être juste ça. Là, si ça marche pas, on prend un éléphant, on remplit de colle, puis on met des cheveux. Puis, on a recréé un mammouth. Ça, c'est à notre niveau de la... Ouais, exact. Ça, c'est la solution d'ingénieur mécanique. Mais souvent même en microbiologie ou en génie génétique, en génie génétique,
des fois, quand on regarde nos gènes, on regarde nos génomes, c'est un peu un mélange de blocs Lego. Là, puis CRISPR-Cas9, c'est un peu ça. Ça te permet d'enlever, de rajouter des choses, puis de voir qu'est-ce que ça donne. Puis de créer ou de recréer des nouvelles entités, ben ça, c'est un autre débat éthique aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est justement avec Jean-François Sénéchal qu'on a reçu ici, un podcast qu'on a vraiment aimé. Puis lui, justement, initialement, il était... je ne peux pas me rappeler du programme exact, mais je sais qu'il faisait sa maîtrise en génétique. OK. Ouais. Puis lui, dans le fond... Pour les OGM. Exact, ouais, exact. Ben, bien sûr. c'est exactement dans ces périodes-là de Monsanto et tout. Puis il a carrément comme lâché prise pour ça, puis il est allé du côté éthique parce que ça prenait des tangentes qu'il trouvait inquiétantes. Mais bref, ça, c'est un podcast à écouter. Si vous êtes intéressé dans Bien l'éthique sûr. de la chose, vraiment, allez écouter cet épisode-là. C'était super intéressant. Puis rapidement, j'aurais une autre question, moi. Ben, tu sais, avant d'aller dans ta question, excusez, tout le côté éthique là, Ouais, qui était c'est lié une à bonne question. CRISPR-Cas9, là, juste pour peut-être faire une parenthèse, Ouais. là, mais effectivement, il y a déjà eu, ça a été très médiatisé là, en Chine, il y a un chercheur qui a malheureusement modifié l'embryon de 2 jumelles qui sont nées en fait. Là. Et ça, c'est important de le mentionner qu'au Canada, ce type de recherche-là, c'est illégal. Si tu fais ça, tu vas aller en prison. C'est pas très compliqué, puis tu vas changer de carrière aussi, probablement. Mais ça a quand même amené des moratoires qui ont été mis en place pour justement ne pas jouer avec les lignées cellulaires. Une réflexion, tout à fait, parce que tout à l'heure, je parlais de Mme Gray, là, qui a été modifiée, qui a eu des modifications, mais elle a fait un consentement, elle avait une maladie génétique, elle a dit, j'accepte que la technologie CRISPR-Cas9 soit testée. Et ça a super bien fonctionné, elle va très bien aujourd'hui, tout ça. Mais là, mais c'est elle. Oui, je comprends. Et c'est pas ses enfants, c'est vraiment elle qui a pris la décision. Tandis que là, si tu dis, on va modifier la lignée humaine, c'est une grande décision, là. Ouais. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas autorisé dans plusieurs pays. Ben oui. C'est ça. On voulait peut-être moins aller dans cette direction-là parce qu'on sait des fois justement que ça mène à Absolument. des genres de froid un petit peu ou des malaises. Fait je suis content que vous l'ayez abordé. Puis que Jean-François, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Ouais, exact. Si on avait eu Jean-François, on aurait pu plonger là-dedans, tête première. Mais là, moi et Phil, on n'a pas les meilleurs outils pour ça. On va s'en tenir un petit peu loin. Ouais. Moi, une autre chose que vraiment, avant qu'on rentre en ondes, qui me trottait beaucoup l'esprit, c'était... Je me demandais si vous étiez en attente de technologie qui vous permettrait de faire des grandes avancées. Tu sais, des fois, mettons, justement, vous parliez de données massives, mais là, on a l'intelligence artificielle qui vient, absolument. je vais mettre des guillemets autour de ça, qui vient régler ce problème-là. Mais est-ce que vraiment, des fois, il y a des choses que vous vous dites, si on avait un microscope XYZ pour regarder l'ADN direct, on ferait des On l'a déjà. avancées. Ouais, c'est ça. Plus hot que ça. Oui, c'est une très bonne question. Je vous dirais qu'effectivement, aujourd'hui, là, les fameuses données massives, donc l'ensemble des données qu'on génère, ça peut être un défi technologique d'interpréter ces résultats-là. Et oui, il y a des... Souvent, on met beaucoup de choses sur le dos de l'intelligence artificielle. On pense que ça va régler plein de problèmes. Effectivement, ça va nous aider. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça demeure pas moins que des fois... On est à l'état descriptif des choses. On voit, OK, ça c'est présent, on prend des photos, on analyse tout ça, puis essayer de mettre ça dans un tout, ça nous permet de créer des hypothèses, puis après, il faut les tester. Je pense qu'avec toutes les données qui sont disponibles, il faut les rendre disponibles. Ça, en passant, c'est un problème en soi. C'est pas toutes les données qui sont générées dans les laboratoires qui sont rendues disponibles au niveau du public, c'est-à-dire les chercheurs en général. Donc ça, c'est un problème. Mais une fois qu'on a ces données-là, comment on peut les utiliser, comment on peut les interpréter, c'est clairement peut-être la prochaine étape, là, pas juste en microbiologie, dans plein de domaines pour faire des avancées. Parce que les données sont là. Oui, clairement. Et on en a généré beaucoup. Il y a eu beaucoup, particulièrement au niveau génomique, où on a généré énormément de séquences. Maintenant, on peut les analyser, on a les outils pour le faire. Où ça va nous amener, ça, on verra. Puis même, on parle dans nos années récentes de cimetière de données. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces termes-là. Là, c'est où est-ce que tu rentres sur un ordinateur, on va dire, d'un ancien doctorant de maîtrise, puis d'un ancien doctorant, puis il y a des fichiers à n'en plus finir de remplis de données. Puis là, tu te dis, bon, est-ce que je les délite ou je les délite pas? Puis tu sais, tu te ramasses avec comme garder ça, puis il y a comme aucun moyen c'est la gestion des données. Là, ça, c'est vraiment, là,
je pense que éventuellement aussi, si vous parlez de données massives, ça va être des enjeux vers lesquels on veut se buter. Absolument. Puis les laboratoires de recherche devraient avoir des façons de faire pour maintenir ces données-là. Évidemment, il y a des données qui sont pas utiles, parce que ça peut bien fonctionner, là, mais eux, il faut peut-être les éliminer, quoique, normalement, on devrait avoir dans chaque laboratoire une façon de gérer ces données. Avoir des cahiers de laboratoire. Pour avoir un algorithme associé à ça, de vraiment, comme on dit, OK... Peu importe la façon, mais d'avoir une façon de conserver ces données-là, puis pouvoir les réutiliser au besoin. Oui. Moi, j'ai une question dans votre domaine, justement, comme les données, d'avoir accès aux données des autres, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est dans des publications qu'on met comme en annexe toutes les méga-data qu'on a eues, ou comment ça fonctionne, ça, vu qu'on essaie d'être le plus ouvert, comme vous dites, pour aider les autres scientifiques? On ne veut pas garder comme des secrets d'entreprise ou... Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir dans les entreprises, ça c'est autre chose. Mais quand c'est de la recherche qui a été financée par le public, par les gouvernements, etc., donc ces données-là devraient être effectivement disponibles. Et dans notre domaine, on a des instituts, pas des entreprises, mais des organismes. Des organismes, merci, oui, qui nous permettent de déposer nos séquences, par exemple, dans des bases de données qui sont publiques, et ça nous permet de les interroger par la suite, ces bases de données-là. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a ces bases de données-là qui sont disponibles dans plusieurs pays qui nous donnent accès. L'autre chose, dans le domaine de la biologie ou de la microbiologie, on travaille avec des organismes, des entités, et on doit pouvoir les distribuer d'un laboratoire à l'autre. Donc, par exemple, je travaille avec la bactérie A, un collaborateur en Europe travaille avec la bactérie B, normalement, si on a publié nos travaux, on doit s'échanger ce matériel biologique-là. Et ça se fait dans la plupart du temps. Des fois, il y a des documents signés et tout, là. Mais ça, je vous dirais qu'il y a eu une période où, effectivement, les gens s'échangeaient le matériel biologique. Mais là, on est dans une période où c'est un peu plus difficile, étonnamment. On ne devrait pas, mais on sent qu'il y a une certaine réticence, pour différentes raisons, de s'échanger du matériel biologique, et ça va ralentir un peu les travaux de recherche. Et c'est important qu'on statue là-dessus, puis qu'on essaie justement de faire la promotion de ces échanges de matériel biologique-là, puisque les recherches puissent avancer. Parce qu'il y a rien... on fait des travaux de recherche, on émet des hypothèses, on obtient des résultats, on arrive avec des conclusions. Mais ce qui est assez important aussi, c'est que quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde, ou même à proximité, refasse le même genre d'expérience que toi, puis arrive au même résultat. Et c'est ça qui a fait, entre autres, le succès de CRISPR-Cas9 en passant, là, c'est que ça a été très facile de dupliquer les résultats. Donc, il faut se passer le matériel biologique, il faut se passer les outils. Donc ça, pour l'instant, c'est un enjeu, étonnamment. Ce qui n'était pas le cas avant, mais là, on retourne dans nos mauvaises habitudes. Là. C'est comme ça que la science évolue aussi dans notre société. Puis est-ce que vous, admettons, a priori, vous voyez une étude, je le crois pas jusqu'à temps que je le vois de mes propres yeux, tu sais, admettons, vous répliquez l'expérimentation, puis là, vous arrivez au même ces résultats, puis là, vous dites, oui, je valide, ou ce processus-là, normalement, il est plus fait en amont de la publication, puis c'est pour... Ah oui, évidemment, avant de faire une publication, on va avoir fait 1, 2, 3, 4, 5 fois pour être certain qu'on obtient le résultat qu'on va indiquer. Mais c'est sûr que si on travaille dans un sujet précis, qu'il y a un article scientifique ou des articles scientifiques qui sont publiés, qui sont proches de ce qu'on fait, on peut effectivement essayer de dupliquer les résultats pour pouvoir par la suite amener ça un peu plus loin. Puis ça arrive à l'occasion, mais pas souvent quand même, mais ça arrive à l'occasion que des fois on n'est pas capable de reproduire le travail en question. Mais là, à ce moment-là, c'est pas très compliqué. Hein. On appelle les gens, on leur envoie un courriel, pouvez-vous discuter? Ça se peut que ce soit nous qui avons fait une erreur, là, on n'a pas fait la manipulation. Donc, puis souvent, la plupart du temps, il va y avoir des échanges fructueux entre les chercheurs. Puis dire, vous pensez à l'amiable. Oui, en fait, puis les chercheurs qui vont avoir publié ces travaux-là, ils ont intérêt à ce que d'autres personnes arrivent au même résultat. Donc ça, habituellement, ça va quand même assez bien. Mais dans un article scientifique, habituellement, c'est très bien décrit là, comment on a fait. Mais il peut y avoir des petits détails qu'on a oubliés. Super. On tire vers la fin de l'entrevue, fait qu'il nous reste encore quelques petites questions qu'on aimerait aborder. Puis notamment, la prochaine que j'aimerais aborder, c'est sur la page de l'Université Laval, le baccalauréat en microbiologie propose un profil entrepreneurial. Pourriez-vous nous expliquer le genre d'avenues qui sont envisagées dans ce parcours et peut-être même en particulier à Québec ou au Québec, là, on va dire? Oui. Dans le domaine des sciences biologiques, incluant la microbiologie, je vous dirais
que souvent, les étudiants qui vont se démarrer des entreprises vont souvent avoir des diplômes d'études graduées. Ah ouais. Donc, soit un doctorat, une maîtrise. Ça arrive, mais c'est rare qu'ils vont avoir un bac, uniquement un bac. Qui en passant, avoir un bac, c'est déjà bon. Là. Oui. Mais du côté des sciences biologiques, souvent, on va s'attendre à avoir des gens qui vont avoir une maîtrise ou un doctorat. Donc, ça va être des entreprises qui vont être très spécialisées, qui vont se développer. Effectivement, on essaie de développer davantage le profil entrepreneurial. On a certains de nos étudiants qui sont partis d'une entreprise, ça va super bien et tout ça. Donc, c'est possible. Mais comme je vous dis, souvent, c'est pas après un bac. C'est un peu plus tard dans le cheminement où les gens vont se partir une entreprise. Des fois, essayez-vous de placer vos cartes un petit peu justement pendant le baccalauréat, de montrer, mettons, des avenues, je sais pas, pendant des cours ou des projets, des fois, de dire, regardez, on vous fait faire un laboratoire sur X technologie, ça a été commercialisé, puis ça sert à faire tel antibiotique ou je sais pas trop, tu sais, des fois, prenez-vous ces genres d'avenues-là? D'abord, depuis 2012, quand même, il faut le dire, nos étudiants en microbiologie font des expériences sur CRISPR-Cas. Ah ouais? Donc, on est quand même des profs. Là, pas sur des embryons humains. Non, sur des bactéries, bien sûr. Donc, ça fait quand même presque plus d'une décennie là, que nos étudiants font du CRISPR-Cas. Puis, au tout début de l'entrevue, vous mentionniez que j'enseignais un cours qui s'appelle Profession microbiologiste. Ouais. Ça, c'est un cours, première session, première année en microbio. Et ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'on fait venir des gens qui travaillent dans le domaine de la microbiologie. On fait venir 9 ou 10 conférenciers par année qui travaillent soit dans le domaine médical, alimentaire. Il y en a qui sont partis de leur entreprise. Il y en a qui sont des chercheurs, il y en a qui travaillent dans tous les horizons, même des gens qui sont agents de brevet, par exemple. Donc, et ce qu'on dit aux étudiants, aux étudiantes, c'est là, il y a 9-10 personnes qui vont venir vous parler pendant 1h30 à peu près, là, de leur parcours, de ce qu'ils font. Et si à la fin de ce cours-là, il n'y en a pas un ou une qui vous a accroché. Quittez le bac. Mais c'est exactement ça. Quittez le bac. C'est bien correct. C'est une bonne idée. Vraiment, allez, excellente. Bonne journée, ça me fait plaisir, puis bonne chance pour la suite. Puis ça, je pense que beaucoup de programmes devraient avoir ce genre de cours pour... Parce que comme, tu sais, les étudiants, je ne sais pas votre âge, là, mais des fois, tu commences un bac, je ne sais pas trop si ça va être pour moi, mais là, dès le départ... Puis ça fonctionne parce que des étudiants vont nous dire « Hey, salut, bonne journée. » Le but, c'est quasiment de polariser le groupe. Là. C'est ceux qui trippent, on embarque dans le bateau, puis on y va gaz au fond. Puis ceux qui vous êtes plus réticents, on veut pas vous traîner tout le long. Fait que déjà, prenez la décision après ce que nous, on le fasse. C'est exactement ça. Puis les étudiants, souvent, vont nous remercier là, parce que... Mais sur les 9 ou 10 aussi, des fois, il y en a que tu n'aimeras pas du tout. Puis tu vas dire, moi, là-dedans, je n'irai pas là-dedans. J'aime beaucoup la microbio, mais ça ne sera pas dans ce secteur-là. C'est votre initiative, ça? Non, c'est le... ça date, ce cours-là. OK. Ça fait longtemps que c'est là. Oui, ça existe. Écoute, je pense que j'enseigne ça depuis 97-98, donc ça fait longtemps. Ça avait été une suggestion du comité de programme dans ces années-là, avant que j'arrive même à l'université, en passant. Puis il y avait des étudiants qui avaient suggéré ça, qui étaient sur le comité de programme en microbiologie, qui avaient suggéré ce type de cours-là, qu'on a implanté en microbiologie, en biochimie, puis en bioinformatique également. Puis c'est la même formule là, qui existe depuis plusieurs années. Puis comment vous faites, admettons, pour les évaluations? Tu sais, genre, tu te présentes puis tu passes tout? C'est ça. Oui, tu passes ou tu passes pas le cours. Là. C'est assez simple. C'est un cours de 1 crédit. Ils ont 9 ou 10 conférences. Ils doivent faire un résumé. Faire un résumé quand même là, de ce qu'ils ont compris ou ce qu'ils ont aimé dans la conférence. Donc, puis si tu remets tes résumés... ça vous permet, vous, avec les résumés, de cibler aussi ce qu'il y a eu de la rétention? Souvent, les mêmes choses vont souvent ressortir, j'ai l'impression, dans les résumés, puis c'est ce qui va... ça sonne des petites cloches, il y a un intérêt envers ça, clairement. Absolument, là. Puis ça me permet de savoir aussi que je dois réinviter cette personne l'an prochain aussi, parce que des fois, ça peut ne pas... On pense qu'on a une bonne idée, puis ça n'a pas bien fonctionné. Puis ça me permet de faire de la rétro, le cours suivant, de dire, hey, voici ce que, en général, les gens ont pensé. Tout le monde l'a aimé, peut-être un ou deux qui a moins aimé. Ça permet de positionner les étudiants dans le cours. Puis à la fin du cours, je leur demande un petit travail de quelques pages aussi, là, pour pourquoi ils sont ici, qu'est-ce qu'ils ont aimé, moins aimé, les améliorations pour le cours. Donc, on est en mode d'amélioration à chaque année, ce qui fait en sorte que le cours s'améliore. C'est pas à cause de moi, c'est à cause des étudiants, dans le fond, là, puis les conférenciers. Donc, oui, j'adore ce cours-là. J'adore ce cours-là. Puis encore une fois, veux pas, tu es un nouvel étudiant dans ce programme-là, tu connais
peut-être pas tout le temps des gens. Moi, par exemple, quand j'ai commencé mon bac en micro, il n'y avait personne dans ma famille qui faisait de la science, là. C'était des gens qui avaient des belles carrières et tout ça, mais ils n'étaient pas dans le domaine scientifique. Fait que moi, je connaissais pas grand monde, là. Donc là, je me mets à leur place aujourd'hui, mais là, tu vas avoir 9 ou 10 personnes qui viennent te voir. Déjà, tu commences à développer ton petit réseau de contacts. Tu sais, ces gens-là, ils vont tous te laisser leur courriel. Si ça t'intéresse, tu peux les contacter par la suite. Puis là, ben, les gens posent des questions. La dynamique de la classe aussi fait en sorte que les étudiants vont poser des questions, vont se reparler par la suite et tout ça. Donc, tranquillement, tu développes ton réseau pour préparer ta carrière qui s'en vient, là. Je trouve que c'est une super belle initiative. Ouais. Parce que souvent, on a des conférenciers en fin de bac. Ouais. Après un bac, on dit j'ai plein de branches, études supérieures. On a beaucoup d'amis dans notre gang. C'est est-ce que je vais au marché du travail, études, je continue. Mais d'avoir ça en début de bac, je pense que ça t'amène la perspective. Est-ce que je suis dans le bon bac, je suis dans le bon chemin de se faire rassurer un peu de c'est ces directions-là qui m'intéressent. Je sais pas peut-être encore laquelle, mais je sais qu'est-ce que j'aime pas. Puis tu vois les étapes que le monde, qu'est-ce qu'ils ont passé au travers de ça, puis c'est super intéressant. C'est une bonne question, puis c'est drôle que tu mentionnes ça, vous mentionnez ça, parce que cette année, entre autres, on s'était questionné dans notre programme à savoir est-ce qu'on devrait maintenir ce cours-là en première année ou l'avoir à la fin du bac? En première, non, première. Nous, on aimerait ça avoir en première. Amener ça dans notre département. Ben, le constat pour nous, c'était ça aussi, on le garde en première année, là, mais c'est pas les mêmes questions que tu réponds, je pense. Quand c'est dans la dernière année, ton bac, là... mais bon... Les sciences, c'est large. Il y a des branches partout, le génie mécanique, la micro, biologie, chimie, etc. Ça amène... Puis c'est drôle parce qu'il y a une des questions que je voulais poser justement dans notre revue, puis c'était c'est quoi que vous voulez enseigner le plus aux étudiants? Puis tu sais, souvent, c'est une valeur, là. C'est rare que c'est un concept théorique. Puis on a eu pratiquement cette réponse-là de tous les professeurs, c'est la passion. Tu sais, on veut transmettre notre passion. Puis je pense que, tu sais, quand vous nous parlez de ce cours-là, j'ai pas besoin de vous poser la question. Tu sais, je veux dire, si vous mettez en place ce cours-là, c'est votre intention, c'est de développer la passion, c'est de développer la curiosité. Puis, tu sais, vraiment, c'est étonnant à quel point c'est les deux valeurs qui reviennent toujours. Passion, curiosité, qu'on soit en entrepreneuriat, en recherche, sur le marché du travail, n'importe quoi. Vraiment, si on a ces deux atouts-là, on est prêt à jouer n'importe quel jeu. C'est exactement... Je pense que notre rôle comme prof, puis peut-être même comme parent aussi, dans certains égards, c'est d'offrir le maximum de visibilité, maximum de possibilités dans ton domaine, puis t'assurer que tes étudiants vont trouver cette passion-là. T'sais, vous parlez de génie mécanique, il y a différents domaines en génie mécanique, même chose pour la microbiologie. C'est de trouver... Parce que nous, on est des passionnés, on est des tripeux, comme je dis depuis tantôt, là. Mais c'est ça que tu espères, c'est que dans ta cohorte d'étudiants, d'étudiantes, il y en a qui vont se mettre à triper dans différents domaines, puis qui vont avoir des carrières professionnelles qui vont être drôlement intéressantes par la suite, là. Bon, on va dans une autre direction, mais j'avais une question qui me brûlait qui me brûlait les lèvres pour vous. C'est, après avoir été aux États-Unis, faire plusieurs recherches en entreprise, c'est quoi qui vous a fait ramener à Québec puis venir enseigner à l'Université Laval? Je suis vraiment curieux de savoir. Super bonne question. Effectivement, là, j'ai vraiment adoré les 2 années et demie dans l'industrie quand j'étais aux États-Unis, entre autres. Puis j'ai aussi aimé quand j'étais à l'Université NC State. Là, j'ai vraiment adoré. Au total, j'ai passé plus de 4 ans aux États-Unis. J'ai vraiment adoré ça. Pourquoi je suis revenu à Québec? Mais il y a probablement 2 raisons. La première est évidemment simple, là, mais tellement importante, c'est au niveau familial. Donc, je suis revenu parce que je suis devenu enfant unique. Mon frère est décédé plusieurs années. Mes parents ne parlaient pas anglais. Ma conjointe est québécoise aussi, elle est d'ailleurs professeure à l'Université Laval aussi. Donc, ça faisait partie de nos plans de revenir au Québec. Puis l'autre chose aussi, quand j'étais dans cette entreprise-là, en Floride, on était dans les années 1990-95, en fait, quand j'étais là, 93, 94, 95. Il y avait beaucoup, à cette époque-là, il y avait beaucoup de restructuration. Et j'étais dans un centre de recherche en Floride. Écoute, on était à Sarasota, 5 minutes de la plage. Je veux dire, c'était fantastique, là. Et puis, ils décident de fermer le centre de recherche où on était. Du jour au lendemain, là. Ben, ça se discutait, mais on y pensait vraiment pas que ça allait arriver. Et puis, donc ça a eu un impact parce que tous ceux qui avaient un diplôme universitaire dans cette entreprise-là, on leur a offert d'aller ailleurs dans l'organisation. Et tous ceux qui n'avaient pas de diplôme universitaire, parce qu'on avait un centre de production aussi, malheureusement, ils ont perdu leur emploi. Donc ça m'a frappé un peu. Et moi, on m'avait offert à l'époque 3 options. Une, d'aller dans un centre de recherche en Hollande,
d'aller dans un centre de recherche à Chicago, puis d'aller dans un centre de recherche à Rochester, au Minnesota. Et c'est cette option-là que j'ai pris. Donc, j'ai passé 9 mois à Rochester, au Minnesota. Et pendant ce temps-là, j'avais eu une offre de l'Université Laval, puis j'ai décidé de revenir. Mais ce moment-là, là, où tu as une entreprise qui se restructure, qui ferme un de ses laboratoires, l'impact que ça a eu sur mes collègues de travail qui travaillaient là depuis longtemps dans cette entreprise-là, qui ont dû déménager leur famille. Sérieusement, ça a eu un impact, là. Puis là, on s'est posé la question, là, est-ce que ça valait vraiment la peine de tout ça? Et puis, ça a eu une chose que j'étais certain, c'était que l'Université Laval ne fermerait pas. On se le souhaite pas, du moins. Perdre ses amis et ses collègues, ça doit pas être facile. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été un moment qui a été facile. Mais j'ai adoré ça n'enlève rien au reste. Non, c'est ça. Puis l'entreprise s'est vraiment bien occupée de nous pour le déménagement et tout ça, mais n'empêche que tu as vu l'impact que ça a eu sur les jeunes familles, les familles en général. Puis ça, c'est quand même resté. Peut-être une troisième aussi, je pense que j'ai toujours aimé un peu enseigner, puis aussi d'être un peu maître à bord dans le sens de vouloir avoir tes propres recherches, développer tes propres idées. Je pense aussi ça a été un autre élément non négligeable. Parce que dans l'entreprise, tu peux le faire. Tu as quand même une certaine liberté, là. Mais c'est sûr que tu t'en vas dans ça. Il y a un cadre, exactement. Il y a des directions. Des fois, il y a des changements de direction qui vont influencer les orientations. Puis tout ça fait en sorte que même si tu as plein de moyens, puis tu peux faire de la super belle recherche, j'avais des collègues extraordinaires. Il y a eu plein de facteurs qui ont fait en sorte que je suis revenu à l'Université Laval. Puis je suis arrivé en 96, on est en 2024, puis je ne regrette absolument rien. C'est le début de l'équipe de football, en plus, oui, exactement. Ça donnait une raison de plus, en plus. Exactement. Un des gros plus de l'Université Laval. Ouais, super belle anecdote. Ouais. Je pense que c'est l'heure de finir l'entrevue sur la fameuse question qui est toujours posée. C'est quel serait votre meilleur conseil pour un étudiant à l'Université Laval qui, on va dire, soit vient d'entrer dans le baccalauréat ou qui est dans le baccalauréat, peu importe. Votre meilleur conseil pour un étudiant? Ouf, quelle question! Pour vous donner à titre d'exemple, on a M. Guy Dumas, qu'on a reçu le dernier épisode, qui a dit de prendre le temps de se faire une gang d'amis pour l'étude. Oui. On a reçu Yves. Maximiser, oui, mais c'est exactement ce que j'allais vous dire, je pense. Essayez de maximiser votre expérience universitaire. OK. Oui, il y a les études, oui, il y a les connaissances, mais il y a une vie universitaire à vivre. Donc, c'est se faire des amis, développer son réseau, participer aux diverses activités, parce qu'il y en a des activités sur le campus, sérieux. Le game du Rouge et Or. Exactement, différents sports Rouge et Or. C'est vraiment embrasser cette période de ta vie où tu vas triper pendant 3 ou 4 ans, ou peut-être plus, dépendamment. Puis justement, maximiser ton expérience universitaire, particulièrement à l'Université Laval. C'est un très beau conseil, puis ça a été un honneur de vous recevoir. On a adoré notre entrevue. On n'a pas pu poser toutes nos questions, manque de temps, mais presque pas ça. Merci beaucoup. Ça veut dire que ça prend une deuxième entrevue. Il va falloir une deuxième. Félicitations pour l'initiative, c'est vraiment intéressant. Merci encore de l'invitation. C'est très gentil. Passez une belle fin de journée. Merci.